Bienvenue à toutes et à tous. Le débat est désormais ouvert dans la logique de l'éducation, de l'information et de la sensibilisation. Eh bien, nous nous replongeons à nouveau dans le chapitre environnement pour aborder les condamnations fermes de 2017. Quel degré de sensibilisation répressive? Et contrairement à ce que je vous soufflais tantôt, j'ai eu le temps d'écorcher plus d'une fois le patronyme de notre invité ce matin. C'est bien Rose Naha, elle est juriste environnementaliste. Face à elle, Peggy Ludovic Dagba. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, nous allons quand même pouvoir faire un bilan dans le domaine, je vais dire, des condamnations qu'on a pu obtenir durant l'année 2017 sur le plan de la lutte contre la criminalité phonique. Vous n'êtes pas sans savoir que, eh bien, c'est quand même un phénomène, un fléau, on va dire, qui, ma foi, décime les espèces dans nos forêts. Et aujourd'hui, il faille quand même pouvoir faire quelque chose pour arrêter vraiment la saignée. Les trafiquants, ils sont nombreux et de tous ordres, de tout acabit, sans foi ni loi. C'est des gens qui fauchent vraiment la faune et en tirent beaucoup de profit, ce qui empêche la postérité d'avoir droit à ces espèces. Vous savez très bien, quand on était enfant, c'était quand même avec beaucoup de bonheur qu'on découvrait les espèces, surtout quand on est amené à aller dans la nature. Voici des antilopes, voici, comment dirais-je, de l'agouti, ainsi de suite. Je ne sais pas combien d'enfants ont eu encore cette chance aujourd'hui pour pouvoir observer ces genres d'espèces. Parce qu'il y a des individus qui ont choisi faire fortune, faire de l'argent dans ce domaine en traficotant ces espèces qui devraient normalement être protégées pour les générations à venir. Donc, il y a des organismes qui donnent dans la lutte contre cette criminalité-là, et il y a des cas qui difficilement sont identifiés et portés devant le procureur. Heureusement, il y en a eu qui ont été sanctionnés. Donc, nous allons faire un peu avec Madame Naha Rose, juriste environnementaliste, le bilan de tout ce qui est intervenu dans ce domaine. Madame Naha, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, pour déblayer quand même le terrain, nous allons essayer quand même de comprendre un peu quelle est l'arme dont nous disposons, dont dispose la justice pour pouvoir, traquer, pour punir ces genres de faits. Je veux parler de la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin. Effectivement, nous avons une loi, la loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin qui régit la faune en République du Bénin. Qui parle de faune, parle d'animaux sauvages. Donc, cette loi classe les espèces sauvages en 3 catégories. Nous avons les espèces intégralement protégées, dont la survie est menacée. Ces espèces ne doivent faire en aucun cas l'objet de détention, de chasse ou capture et de transport et de commercialisation, sous peine d'être sanctionnées selon les dispositions prévues dans la dite loi. Nous avons les espèces partiellement protégées. Ces espèces peuvent faire l'objet de capture, de chasse, de détention, mais il faut forcément une autorisation de l'administration forestière. Et nous avons les espèces non gibiers. Ces espèces peuvent être chassées, détenues et commercialisées. Maintenant, je reviens un peu en haut. Parmi les espèces intégralement protégées, nous pouvons citer l'éléphant, la tortue olivaque, qui est une espèce intégralement protégée, puisque menacée d'extinction. Nous avons le pangolin. Et nous avons aussi le sitatunga. Maintenant, les espèces partiellement protégées, nous pouvons citer le python séba, le python royal, l'hippopotame, le phacochère et le lion. Mais aujourd'hui, la survie de cette espèce, je parle du lion, est vraiment menacée, puisque au niveau des parcs, nous n'en trouvons presque plus. Ah, les lions n'existent plus au Bénin? Ça existe, mais nous n'en trouvons plus assez. Récemment, on a entendu qu'il y en a un qui s'est échappé d'un zoo, qui
qui vraiment crée qui va menacer un peu la population. terreur au nord. Ça- Là, c'est à l'administration forestière d'être informée et si vraiment cet animal menace la population, elle peut être abattue pour légitime défense. Mais il faut que la viande les dépouilles et les trophées de cet animal soient rendus à l'administration forestière. Mais qu'est-ce que l'administration forestière pourrait faire de ça? Les dépouilles peuvent être remis à des institutions à caractère social. Non, les trophées peuvent être vendus par abdication ou gré à gré. Ou encore, déposés au niveau de l'administration forestière. Là, il s'agit d'une espèce partiellement protégée pour le moment. Maintenant, les non-gibions, on peut citer le lièvre et autres. Et ceux-là peuvent servir à la consommation. Oui, exactement. Donc, on peut les chasser, les consommer, commercialiser. Tel que vous le dites, tel que le lion tend à disparaître aussi, pourquoi ne pas le hisser ou la hisser, cette espèce, je veux dire, au rang des là, animaux. c'est au président de la République qui, par un décret, D'accord. peut déclasser provisoirement l'animal et la mettre en catégorie A, c'est-à-dire les espèces D'accord. intégralement protégées. Protégé. alors, on parlait tantôt, restons dans le cadre des animaux, des espèces intégralement protégées. Protégées, oui. Est-ce que l'éléphant aujourd'hui existe encore en nombre suffisant? Est-ce qu'on arrive encore à en avoir dans nos forêts ici au Bénin? L'éléphant existe, mais en faible quantité. La population d'éléphants a diminué. Si je vais dans l'international, aujourd'hui, la population d'éléphants est estimée à 6 000. Vous voyez? 6 000 en Afrique? Dans toute l'Afrique? Oui, 6 000. Wow, c'est Ça très a peu. largement diminué à cause du trafic qui se fait sur ces défenses et au trophée. Donc, pour poursuivre, il y a des dispositions qui punissent et sanctionnent les actes illégaux commis sur ces espèces-là. Nous avons par exemple l'article 153 qui punit de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement ferme et 100 000 à 300 000 francs d'amende quiconque détient un animal sauvage sans permis ou bien qui fait circuler les trophées et dépouilles de ces animaux sauvages. Sans autorisation. Oui, sans autorisation. Nous revenons sur l'article 100. Est-ce que vous êtes sûr que 300 000, 100 000, 100 000 et 300 000 peuvent vraiment dissuader ces individus-là? Ça dépend. Ça dépend de l'infraction qui a été commise et sur quoi elle porte. Par exemple, en continuant l'article 154 de la même loi, punit de 6 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme et de 300 000 à 800 000 quiconque capture ou chasse les animaux sauvages sans permis dans les lieux interdits, par exemple dans les aires protégées, ou bien utilise des moyens et armes prohibées, ou bien quiconque importe, exporte, réexporte, commercialise les animaux sauvages, leurs dépôts ou leurs trophées lorsqu'il s'agit d'une espèce intégralement protégée. Donc ça peut doubler selon la circonstance. Si par exemple, le braconnier est allé abattre l'éléphant dans une aire protégée, l'infraction peut passer de 5 à 10 ans. Si par exemple, l'abattage a été fait de nuit, ça peut aussi passer de 5 à 10 ans. Ou encore s'il s'agit d'un agent de l'État ou d'une collectivité locale qui est impliqué, ça peut doubler. De même pour un récidive. Celui qui a été pour la première fois condamné pour une infraction fournie, commis sur une espèce intégralement qui récidive, ça peut aussi doubler. Ça peut aussi aller au crime lorsque 2 des circonstances que je viens de citer sont en prime. Donc, c'est un peu ça. Et c'est des cas qui surviennent souvent, puisque vous êtes sur le terrain? Les cas de récidive, Oui, c'est les ça? cas de récidive, des gens qui ont été appréhendés, qu'on a dû relâcher, mais qui reviennent encore sur le terrain, et ainsi de suite. Ça dépend de l'application des tests qui a été faite à leur endroit. Parce que si la peine appliquée est dissuasive, si par exemple quelqu'un qui a commercialisé une espèce de trophée d'une espèce intégralement protégée est puni comme il se doit, je ne pense pas que la personne ira encore dans la brousse ou dans la forêt ou dans une aire protégée
fois avec le même animal. Oui, mais il y a des têtus. Et puisque Ça ne manque pas. et puisque ça l'aide, cette activité l'aide Oui. à régler quelques problèmes. C'est une activité même très lucrative. Par exemple, le kilogramme d'ivoire à l'international, c'est 600 000. Ok. Maintenant, sur le plan local, ça peut aller de 200 à 250 000. Imaginez-vous quelqu'un qui avait un éléphant et qui arrive à extraire des défenses pesant 10 kg. C'est 200 beaucoup 000 d'argent. fois, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, si celui-là, par exemple, est appréhendé et conduit devant les juridictions et que on le condamne avec une peine non dissuasive et des amendes aussi non dissuasives, la personne est amenée à payer pour encore Reprendre, pour continuer son activité. L'activité Bien légale. sûr, c'est ça le besoin. Ah oui. Guy, nous allons maintenant, puisque nous nous sommes imprégnés quelque peu dans la loi 2002-16, eh bien, on va maintenant demander à Rose Naha, c'est Oui. bien ça? Oui, Je exactement. ne me tromperai plus sur le patronyme, de nous rappeler, comme vous le demandez tantôt, des exemples, des types, des exemples sur le territoire béninois. Ok. Au cours de condamnations. l'année 2017, on a eu 4 condamnations fermes, dont à Cotonou, il s'agissait de 2 trafiquants qui ont été arrêtés en flagrant délit en possession de 16 carapaces de tortue olivac. Je rappelle que la tortue olivac est une espèce intégralement protégée. Donc, Mais elle se La retrouve procédure souvent où, la tortue? sur les côtes béninoises. Et De c'est- juin en novembre, elles viennent sur les côtes pour pondre les œufs. Mais pendant cette période, la population habitant dans les environs chasse ces tortues Mais olivac. puisque n'ayant pas l'information. Non. Et, Des sensibilisations sont faites. Il y a des structures bien habilitées sur la et si place ces qui tortues font ne des- portent pas des marques et autres, que moi, du retour d'un tour à la plage, je récupère 1 ou 2 tortues. La tortue n'a pas besoin de porter des marques. Il y a des sensibilisations qui sont faites. Il y a une structure, par exemple, qui s'occupe spécifiquement de ce domaine, tortue marine, qui depuis 20 ans a fait de la sensibilisation simple. Vous voulez Mais parler de l'ONG pourtant, d'Atie tropicale? exactement, mais pourtant, Pardon. la population continue de massacrer cette espèce, soit pour ses œufs, soit pour sa chair ou pour ses trophées, les carapaces. Ailleurs, pour des espèces comme ça, on voit les espèces marquées, les espèces Baguées, oui. baguées, Oui, voilà, oui. des trucs pour distinguer, pour montrer à la population, aux citoyens que voilà, ce sont des espèces, c'est pas en étude ou bien protégées. Oui, Donc, ça pourquoi se cela ne fait, fait pas ça ici? se fait, mais on ne peut pas barrer toutes les tortues qui viennent sur nos côtes. Donc C'est c'est Les celle qu'on peu qui arrive à... viennent, vu que la sensibilisation est faite, la population est informée, ce qu'ils devraient faire, c'est les laisser pondre leurs œufs et les laisser Repartir. repartir. Mais ce n'est pas Mais est-ce souvent que, le cas. quand même, avec ces actions, on note quand même une certaine adhésion des populations aujourd'hui? Parce que, parlant de l'ONG Nature Tropicale, il faut quand même dire qu'on voit beaucoup d'actions de la part de cette ONG sur nos côtes, où même depuis quelques années maintenant, elle organise des séances voilà, pour amener les gens, voilà, pour amener les gens à comprendre, à connaître d'abord la tortue, à comprendre Distinguer les différentes l'intérêt espèces. qu'il y a vraiment à protéger ces genres de tortues. Est-ce que l'adhésion des populations commence à naître quand même? Oui, avec l'application des lois, la population devient de plus en plus sensible. Comme je vous le disais tantôt pour le cas de Cotonou, celui qui a été appréhendé avec 16 carapaces de tortue olivac. 16, hein? Oui, 16 carapaces, qui s'apprêtaient à commercialiser. Ce dernier a écopé de 3 mois ferme, avec 1 million de dommages et intérêts. Et il a purgé sa peine? Oui, il a purgé. Vous l'avez suivi? Oui, ça a été suivi. Comment le dossier a été suivi? D'abord, d'où est partie l'alerte et jusqu'à la condamnation? Racontez-nous un peu. Bon, les informations ont été données et on a apporté un appui technique aux forces de l'ordre, la police judiciaire et la direction des eaux et forêts qui ont mené l'opération. D'après l'opération, ils ont rédigé un procès verbal. Les mises en cause ont été présentées au procureur qui, après débat, a déposé ces personnes et a fixé une date d'audience. Donc c'est lors de ce procès que ces personnes ont été condamnées à 3 mois ferme.
Et on peut dire quand même que ça a eu un effet sur... Oui, ça a eu d'impact. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez sur les côtes et que, par exemple, vous demandez « je veux de la viande de tortue » ou bien « j'ai besoin d'écroffer », la population est vraiment craintive. Elle dit « ah, on arrête pour ça, je ne veux pas aller à prison, je ne veux pas être privé de ma liberté ». Donc, on peut dire que l'application de la loi à cet endroit a vraiment porté. Maintenant, je poursuis. Nous avons eu un cas de parcours. Il s'agit de 6 personnes appréhendées avec 4 points faisant 14 kg au total. Donc, ces personnes ont été conduites devant la juridiction du TPI de Parakou. Et le C'était quel trophée? Quel type de trophée? Les ivoires d'éléphant. D'accord. Les ivoires d'éléphant. Donc, un jugement a été rendu. Les 4 d'entre eux ont été condamnés à 12 mois ferme d'emprisonnement. Et 300 000 d'amende et 15 500 000 de dommages et intérêts. Wow. Donc, la dernière fois, ils ont relevé appel de la décision. Donc, au niveau de la Cour d'appel, la Cour d'appel, tout en confirmant la décision rendue en première instance, a ramené la peine de 12 mois à 10 mois d'emprisonnement ferme. Donc c'est toujours resté ferme. Oui, mais ça a été réduit. Réduit légèrement. Oui. Donc, ce qui fait que ces personnes sont actuellement libres. On sait que dans la zone du nord du pays, on a beaucoup de ces genres de cas de trafiquants. Est-ce que, comment dirais-je, la police, les eaux et forêts ont vraiment les moyens de pouvoir traquer avec succès ces genres de trafiquants? Est-ce qu'on va parler de moyens? Si on s'appesantit sur les moyens, nous n'allons jamais... On ne pourra rien faire. On ne pourra rien faire, on ne va jamais arriver à l'appréhension de ces personnes, mais on fait avec le minimum. Mais la prévalence de l'activité sur le terrain, elle est comment aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours vive, c'est toujours aussi intense? Ou bien, avec ces genres de condamnations, on commence à noter quand même un recul? Elle a reculé. Il y a un recul au niveau de ce trafic, surtout portant sur les voies d'éléphants. La population prend de plus en plus conscience et sait que si elle enfreint, elle détient par exemple les défenses ou bien elle commercialise, tente de commercialiser, elle va être privée de sa liberté. Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup plus dû au fait que, on ne rencontre plus autant d'éléphants, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, l'espèce est totalement en extinction, près de 6 000 pour toute l'Afrique. Est-ce que l'effet n'est pas beaucoup plus de ce côté-là que la prise de conscience? Moi, je pense que l'effet est plus au niveau de la répression. C'est ce que je pense. Parce que même s'ils ne sont pas informés, s'ils ne sont pas conscients, s'ils ne savent pas qu'il y a une loi qui protège ces animaux, malgré le peu d'éléphants qui restent dans les parcs, ils peuvent s'aventurer et aller les abattre et faire continuer le trafic comme bon le sent. Je poursuis, nous sommes sur Nati Tengo. Donc, il s'agit de 3 trafiquants qui ont été interpellés avec 14 points d'ivoire d'éléphants. Donc, 7 éléphants battus. Et lors de la poursuite des investigations, on a réussi à appréhender 2 autres, ce qui fait au total 6. Mais au cours du procès, ils ont été condamnés à... L'auteur principal a été condamné à 60 mois ferme, dont 5 ans, la peine maximum. Et les autres? Les 3 autres ont été condamnés à 36 mois à sortir de suicide. D'accord. Donc c'est vraiment une décision, un jugement qui est encouragé. Voilà, quelques cas, Cotonou, Parakou, Nati Tengo et Kandi. Mais malheureusement pour cette décision, comme pour le cas de Parakou, les détenus ont relevé appel et la Cour a, tout en confirmant, comme je l'ai dit, la décision rendue par le tribunal de Nati Tengo, a ramené la peine à 6 mois ferme. Là c'est une déception? Non, ça c'est pour
Pardon? C'est une déception? De 5 ans à 6 mois. Bon, non, ça c'est pour le cas de Nati. Nati, Tango. excusez-moi. Cette personne a été condamnée à 40 mois et 48 mois d'emprisonnement ferme. Mais la Cour a ramené ça à 6 mois ferme, 6 mois ferme. avec 1 million d'amende. C'est une déception parce que quitter de 48 mois pour 6 mois, ça veut dire que ça n'encourage pas d'abord ceux qui s'échinent, luttent pour la conservation, la sauvegarde des espèces intégralement protégées. Et ça ne dissuade pas le trafiquant, en ce sens que celui qui est sorti maintenant, qui a écopé de 6 mois, il peut encore aller refaire parce qu'il sait que même s'il est condamné, la peine ne sera pas aussi forte et qu'il a les chances de s'en sortir favorablement. Et c'est déjà quand même mieux que rien, parce que 6 mois d'emprisonnement ferme, il sera quand même resté, il va rester dans les liens de la prison. Je n'ai pas refusé, mais pour vraiment prendre à corps le trafic, le problème, il faut vraiment que la peine soit réellement dissuasive. Parce que ça, c'est doublé. Quelque part, on dit c'est doublé lorsque c'est commis aux dépens d'une espèce intégralement protégée. D'accord. C'est doublé. La peine de 6 mois peut être à 5 ans, là, c'est doublé. Et dans le cas d'espèce, il s'agit d'une espèce intégralement protégée. Donc la peine devait être encore doublée. plus grande. Voilà. Donc ramener à 6 mois, vraiment, c'est encourager vraiment ces trafiquants à continuer dans leurs besoins. Donc on va dire que durant l'année 2017, la seule autre un peu de déception qu'on a notée parmi tout le reste. C'est surtout au niveau de la cour d'appel qui qui adoucit quelque peu la voilà. sanction. Parce que les juges rendent les décisions selon les intimes convictions, mais on souhaite que la décision soit plus dissuasive. Est-ce qu'à la cour d'appel, tous les éléments ont quand même pu être à nouveau mis à la disposition du juge pour mieux apprécier? Est-ce que ce n'est peut-être pas un défaut de procédure à un niveau donné, ou ce qui a permis n'a pas permis au juge d'appréhender vraiment la gravité du cas? Donc seul le juge peut le dire. Évoquer les motifs, mais sinon, au niveau de la cour d'appel, les débats ont été mêlés. Le juge a été quand même bien informé du cas, de l'affaire, et surtout la décision qui a été rendue à première instance. Mais comme je le disais, le juge rend une décision selon son intime conviction, c'est à lui d'apprécier. Alors, quand on va quand même faire le point de toutes ces condamnations, qu'est-ce qui se dégage? Est-ce qu'on peut dire quand même que la lutte contre la criminalité phonique avance au Bénin? Oui, on peut dire ça. On peut dire que la lutte contre la criminalité phonique avance. De toute façon, on sent que les acteurs sont de plus en plus impliqués dans cette lutte. La lutte contre la criminalité phonique, il faut dire que ce n'est pas, comment dire, à l'endroit d'une seule personne. C'est une synergie d'action du citoyen lambda, ministère de l'Environnement, ministère de la Justice. Et c'est ce ministère qui est plus impliqué parce que c'est à elle de rendre les décisions de bonnes décisions pour pouvoir dissuader le trafiquant à ne plus retourner dans ce trafic. Dans les fermes, dans les parcs et autres, dans les réserves. Alors, et si on revenait, pour mettre un terme à cet échange, rappeler un peu les types de sensibilisation et pourquoi le choix de la sensibilisation répressive? Ok. Au tout début, on a commencé avec la sensibilisation simple, c'est-à-dire informer la population sur l'impact que leur activité illégale aura sur l'espèce. Mais on s'est rendu compte que dès qu'on tourne le pied, cette population se roule dans les parcs et autres pour abattre ces espèces. Donc, au finish, on s'est dit que seule la sensibilisation répressive qui est dissuasive pourra préserver nos espèces. Mais quelle forme prend-elle, cette sensibilisation répressive? Ce que nous faisons ici, c'est une sensibilisation aussi, oui. Mais pas répressive. Oui, ça permet d'informer d'abord la population sur le fait que lorsque vous commettez
une infraction sur une espèce intégralement protégée, vous pouvez être privé de votre liberté. Et en outre, ça permet aussi de préserver la faune pour les générations futures, présentes et futures. De façon résumée, la population est bien informée sur la répression qui a lieu lorsque vous commettez une infraction sur une espèce intégralement protégée. Et ça peut aller jusqu'à la privation de liberté. Alors, que dire maintenant de la collaboration avec les populations? Parce que c'est elles, en définitive, qui peuvent quand même donner les meilleures informations. Est-ce que vous avez pu développer quand même de bons systèmes, des mécanismes pour être vraiment alerté des meilleures informations au moment où il le faut? L'information peut venir de partout, des populations, surtout des populations. Donc, c'est eux, le plus souvent, qui informent de ce genre de cas, l'administration forestière ou les forces de l'ordre. Je peux dire qu'au niveau de ces forces de l'ordre, de ces unités, la collaboration entre population et forces de l'ordre est quand même bonne. Est-ce qu'il y a des numéros d'alerte, par exemple, où monsieur tout le monde qui note déjà une certaine traque à un niveau donné peut déjà appeler pour dire « Ah, attention, j'ai commencé à voir des individus mal intentionnés prendre des positions, faire des choses ». Est-ce qu'il y a des numéros d'appel? En fait, dans chaque localité, il y a l'inspection forestière, et à côté de l'inspection forestière, il y a la gendarmerie, les unités de gendarmerie et de commissariat. Donc, lorsque la population est informée, quelqu'un est informé d'une personne qui s'apprête à trafiquer ou bien à braconner une espèce faunique, elle se rapproche soit de l'administration forestière, soit du commissariat ou de la gendarmerie pour les tenir informés. C'est la seule procédure d'alerte. Oui. Il faut se rapprocher des gendarmeries ou d'un commissariat le plus proche. Alors, parce que parfois, on peut rentrer chez soi et constater qu'à côté, que c'est le colocataire qui vient de rentrer avec soit... un gros gibier. Il s'apprête vraiment ne le sachant pas, forestier ou chasseur autorisé ou autre, on peut être tenté, on peut avoir envie de passer l'information, mais si on n'a pas le tuyau, si on n'a pas la procédure à suivre, ben voilà, on va assister sans savoir quoi faire, sans savoir quel comportement adopter. Et ainsi, on aura aussi, sans le vouloir, participer au forfait. Oui. Mais nous arrivons au thème de l'émission. Est-ce que vous avez quand même quelque chose à nous dire en guise de conclusion pour vraiment relancer? Parce que 2018 vient de commencer, mais nous sommes déjà au 3e mois qui démarre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des perspectives pour cette année 2018 pour que la lutte soit plus âpre et pourquoi pas porte mieux ses fruits? Parce que là, on a réussi qu'à avoir 4 condamnations au cours de 2017. Je ne veux pas croire que c'est seulement 4 activités qu'il y a eu, 4 cas. Alors, est-ce qu'il y en a pour mieux appréhender ces cas-là et pour mieux les sanctionner? Bon, en guise de conclusion, je peux dire, comme je le disais au tout début, que cette lutte concerne tout le monde. Donc, il faut véritablement une synergie d'action au niveau des différents acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité faunique. Maintenant, à la suite de ça, on espère vraiment que le crime commis sur les espèces intégralement protégées, parce qu'à l'international, c'est considéré comme un crime. Le fait d'abattre une espèce intégralement protégée, c'est un crime, mais sur le plan national, c'est considéré comme un délit. Donc, on espère que ça... Qu'est-ce qui est fait pour qu'au plan national, on puisse passer à la même qualification qu'à l'international? Bon, c'est au gouvernement d'en décider. C'est au gouvernement de décider. Sinon, à l'international, par exemple, c'est considéré comme crime parce que les ressources financières
issus de ce trafic, la commercialisation des espèces intégralement protégées sert à financer les groupes terroristes tels que les Chebab et tout le reste. Donc, c'est une insécurité au niveau de la population. Et aussi, vu l'aspect de conserver les ressources naturelles pour les générations présentes et futures. Donc, nous souhaitons aussi que les acteurs de la justice s'impliquent plus, parce qu'ils s'impliquent déjà. Nous souhaitons qu'ils s'impliquent davantage avec nous dans la lutte contre la criminalité chronique, en rendant un jugement vraiment dissuasif à l'endroit de ces personnes, ces trafiquants qui détruisent nos faunes sauvages de façon spécifique et nos ressources naturelles de façon générale. Très clair. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je crois que, comme intérêt général, on peut comprendre vraiment qu'il y a des avancées qui sont faites, notamment par rapport à ces cas de condamnation par la justice. Et c'est des choses qu'il faut encourager, parce qu'il n'y a que ça pour dissuader. Comme je le disais tantôt, ils sont assez nombreux, ces individus. C'est hors la loi qui décident vraiment de tuer, d'éteindre ces espèces-là. Et ce qui est vraiment mauvais pour la faune, ce qui est vraiment mauvais pour la flore et pour la postérité, parce que on ne peut quand même pas vivre sans histoire. Ah non. L'histoire, quand même, c'est déjà ce qui s'est passé avant nous, ce qui se construit pendant que nous sommes là et qui va certainement poursuivre après nous. Donc, nous ne devons pas être des assassins de l'histoire. Il faudra éviter cela et par tous les moyens. Donc, nous allons prier simplement que cette lutte-là puisse vraiment connaître un regain vraiment d'intérêt, tant au niveau des populations qu'au niveau des pouvoirs publics, pour aider vraiment à préserver ces espèces-là pour la postérité. Merci Peggy Ludovic Dagba, merci à Madame Rose Naha, elle est juriste environnementaliste, merci pour la disponibilité, merci pour l'enseignement, pour l'information, pour la sensibilisation.